Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Génial Taxi FM Le Mai avec mes confrères en studio, tout beau, tout clinquant ce matin. Bonjour Gérard Ouessant, tout va bien? Bonjour, tout va bien? Ça va? Bonjour Sylvestre Béni. Oui, bonjour Eric, je vais bien. D'accord, très bien. Bonjour Elon. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la radio Génial Taxi FM Le Mai. Ce matin, on reviendra sur les nominations tous azimuts à la présidence de la République, le changement du ministre aussi au niveau de la justice. On va se poser clairement la question. Et cette question, est-ce que ce sont de simples nominations, comme le dirait quelqu'un dans le quartier, ou Faure Gnassingbé est en train de former une équipe pour 2025? Cette question-là, je vais la poser à mes confrères clairement. On parlera de la politique et puis on va s'interroger sur le comité d'action pour le renouveau CAR. Oui, le CAR se signale de nouveau la démission du secrétaire général. L'expression que le parti est dans le gouffre, c'est autre question que je poserai à mes confrères. Il semble que quand on parle du CAR, ça crée de l'urticaire à des gens, mais on va en parler quand même. Social, avec le poste de péage d'Akato ou le poste à piège pour les Rivera. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci de nous rejoindre sur la radio Génial Taxi FM. Vous pouvez toujours aussi interagir à l'émission en nous envoyant pour le moment vos réactions, vos commentaires, vos questions, peut-être ainsi on peut répondre sur le 93 94 96 64 et le direct ce sera autour de 11h20 sur la radio. On va commencer par le poste de PA d'Akato. Et ce matin, beaucoup de confrères sont revenus dessus. Quand nous lisons le journal, le correcteur ce matin, notre confrère est un peu... il parle du comble, que c'est le comble pour le péage à CB, en pleine agglomération, le comble. Vous direz aussi ça, Sylvestre? Oui, le comble, je crois que le mot même un peu léger, si on peut trouver mieux que ça, et je crois que il serait bien donc d'en user parce que aujourd'hui ça dépasse véritablement l'entendement, surtout avec la question donc de péage. J'ai l'impression que c'est comme si le pouvoir togolais a découvert quelque chose qu'il faut véritablement profiter de cela, ne serait-ce pour renflouer, je ne sais pas si c'est les caisses ou les poches. Bon, peut-être que c'est l'avenir qui nous le dira. Bon, théoriquement, c'est les caisses de l'État. Non, théoriquement, normalement, en principe, c'est ça, quoi. Donc, on va s'en tenir à ça. Oui, mais sauf jusqu'à que ce qu'on a la preuve derrière le rideau aussi, bon, il y a la route LNVA, Lomé-Vaughan, enfin, qui nous a démontré un certain nombre de choses. C'est pourquoi je dis théoriquement. D'accord. C'est cela. Maintenant, sur la question de péage, je ne sais pas, au Ghana, où les gens sont donc dans l'optique de libérer quand même toutes les voies du péage. Là, on l'appelle souvent donc Tobo, généralement dans la version locale et tout. Ou avec le nouveau président, il y a beaucoup donc de routes qui ne sont plus, il n'y a plus donc de péage sur ces routes-là. Ici, j'ai l'impression que c'est maintenant où on a découvert cela et puis on veut véritablement mettre sur toutes les voies. Sur toutes les voies. Et puis, vous prenez juste la seule voie. Ça vous choque, hein, que à chaque fois. Oui, à chaque fois. C'est-à-dire, vous prenez juste la voie. On met du péage. Oui, on met du péage de Lomé à Thévier. Vous prenez, donc, vous continuez jusqu'à Tablibo et tout ça. Vous avez tellement, donc, de péage sur la voie. De Lomé à Kara, vous risquez d'avoir au moins juste à 4 ou 5 péages. Si je ne m'abuse. Alors, imaginez juste, prenons juste un gros porteur qui doit payer, je ne sais pas comment, il paye 6 000 ou quelque chose. 6 000 fois 5. Ça lui fait 30 000 en aller. Au retour, ça lui fait 60 000. Vous voyez un peu, c'est comme si, c'est une forme donc de chipper de l'argent donc aux Togolais ou aux commerçants. Ça sort de l'attendement. Vous voulez dire que ça ressemble de l'escroquerie? Oui, pourquoi pas? Ça a l'air. Même si cela ne ressemble pas à cela, ça a l'air. Et voilà que Patata sur la petite voie là,
bon, souffrez un peu du temps parce que vous prenez donc la voie de Ségbé, il ne peut jamais avoir de dépassement sur la voie là. Jamais. Et je ne sais pas, Patatra, on nous dit qu'il y a péage là, quoi. Oui. Finalement, je ne sais pas, je n'ai plus mes formules latines, sinon je trouverai encore. Mais bon, ça sort c'est le comble, quoi. C'est le comble. Voyez-vous? Et au moment où on parle de la vie chère, au moment où les Togolais saignent beaucoup plus, au moment où les gens crient qu'il y a trop de tasses et tout ça, et vous en rajoutez encore pour une population qui souffre déjà, qui est presque à genoux. Voyez-vous? Une population qui est presque à genoux, vous lui imposez encore un péage là, sur cette voie-là. Non, écoutez, à un moment donné, il faut avoir pitié des gens. D'accord, très bien. Bon, beaucoup pensent que le péage sur la route d'Akato, de Ségbé, si vous voulez, c'est beaucoup plus pour, comme c'est une route internationale, c'est beaucoup plus pour donc les camions, voilà, les acquis qui rentrent dans le pays, de pouvoir aussi contribuer à prendre soin de nos voies. Je ne sais pas si vous pensez la même chose, Aïlom. Bon, c'est vrai que... on est un peu dans l'exagération finalement par rapport à cette histoire de péage. Non, c'est vrai que l'annonce de ce nouveau poste de péage est une surprise, une vraie surprise. Parce que vous savez, si on doit refaire le débat, je ne sais pas si on va le refaire, mais en quelque sorte, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir questionner. Oui. La SAFER a dit cette année qu'elle veut mobiliser, ou elle a besoin de 26 milliards, je crois, si ma mémoire est bonne, oui. Pour l'entretien routier. C'est vrai que les routes de nos jours sont des routes qui sont, il y a certaines routes qui sont bien faites, mais il y a des routes qui ne résistent pas. Et c'est pour ça que sur la notion numéro 1, on a mis en place deux postes de pesage. Un à Tchévi, un autre à Djirouillé, pour pouvoir contrôler le pesage des camions avant qu'ils ne puissent être autorisés à circuler. Mais sur le tronçon, les 10 km qui séparent le rond-point d'Idogo-Médouane de la frontière de Ségbé, oui. La question d'un péage là-bas est intéressante dans la mesure où on se pose véritablement on se demande beaucoup de questions, on se dit mais pourquoi est-ce que l'État a décidé de mettre en place un poste de péage là-bas? C'est-à-dire que 10 km, un tronçon de 10 km qui fait même pas 2x2, c'est-à-dire on laisse, mais ça c'est une piste à la limite, parce que les caractéristiques de la voie même, regardez la voie, déjà il y a des difficultés pour que les gens circulent, et on a quand même eu beaucoup d'interrogations sur les caractéristiques de cette route-là. C'est vrai qu'il y a à certains endroits de la route, il y a des accotements, oui. Mais bon, c'est pas encore ça, parce que les bordures... Ça vous permettra à Sotral de stationner à peu près. Voilà. Encore que. Mais la route, elle est accidentogène aujourd'hui. Il n'y a pas de semaine où on ne constate pas qu'il y ait quand même quelqu'un qui est cogné, c'est quand même légion sur cette route-là. Mais là, on se pose la question de savoir pourquoi créer un poste de péage à la frontière, c'est-à-dire pratiquement à la frontière de Ségbé, pour que les gros camions qui viennent du Ghana puissent payer, ou comment, parce qu'un camion, ça fait quand même 2000 francs l'aller, 2000 francs le retour, ou je ne sais pas si ça a augmenté un temps, mais je crois que c'est ça, si ma mémoire est bonne. Pour les petites voitures, c'est 500 francs. Mais maintenant, les riverains vont faire comment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont vers Ségbé. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des lopins de terre là-bas. Oui. À Kato, Ségbé, à Kato, Viépé, tout ça, c'est une zone bondée de monde aujourd'hui. Quand vous vous réveillez à 6 heures le matin, vous venez au boulot, mais c'est la croix la bannière. Quand vous quittez, moi je quitte la maison peut-être à 7 heures, mais le temps d'arriver même à la douane, mais c'est un embouteillage fou. Vous êtes en retard déjà. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi l'État a voulu mettre un poste de péage là-bas. Parce que la question du péage, il faut qu'on revienne dessus. Si par exemple, on fait un calcul simple, si par exemple, on paye quand même une taxe pour l'entretien routier sur le litre du carburant qu'on paye, d'accord? On paye quand même l'entretien routier, on verse quelque chose en ce qui concerne l'entretien routier par rapport à ce qu'on paye au niveau du péage. Ça fait déjà 2. Oui. L'OTR a institué la taxe sur les véhicules à moteur. On nous a dit que c'est pour l'entretien routier. Ça fait 3. Il faut préciser dans ce cadre que l'OTR ne collecte et que ce qu'elle peut collecter, oui. Ce qu'il peut collecter, et verse cela à la SAFER, qui exécute, qui est le bras d'exécution de l'entretien routier. Bien sûr. Ça fait 3. Ça voudra dire que quoi? On paye 3 fois la même taxe
pour l'entretien routier. Oui. Le même service, en fait. Oui, mais déjà, il y a un problème. Et moi, c'est pour ça que je salue le fait qu'entre-temps, on ait décidé que les véhicules qui font du taxi ne puissent pas payer la TVM. Parce qu'en réalité, on ne peut pas payer le péage quand on fait Lomé, l'intérieur du pays, Kabylie-Bose, voilà, et qu'on doit payer encore la TVM. Là, déjà, je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Bon, maintenant, sur le truc d'Akato, là, le péage d'Akato, là, mais tout le monde l'a reçu comme un coup de poing au visage parce qu'on ne s'y attendait pas. Parce qu'au départ, quand il s'était agi de faire le projet par rapport à la construction de cette voie-là, personne n'avait parlé de péage. Non, c'était même pas envisageable parce que pour les populations 10 km, regardez tout le tintamarre qu'il y a eu pour qu'on puisse nous faire refaire cette voie-là. Tout le tollé, tout ce que les gens vivaient. Et sur cette route, il y avait quand même un ancien, je vais parler de l'ancien directeur des transports routiers, ferroviaires, il y a quand même beaucoup de journalistes dans la zone, beaucoup d'autorités, de personnalités, d'hommes d'État qui sont dans la zone là-bas, mais c'était la route de la croix et la bannière. Mais heureusement que c'est fait maintenant, les gens ont quand même beaucoup plus de facilité. Et on met la clé. On vous dit qu'on paye maintenant, on dit que bon, vous devez payer quelque chose. Même si le péage se trouve du côté de la frontière pour donner une certaine image du fait que bon, on veut quand même taxer peut-être les camions qui vont venir de l'autre côté. Oui, parce que le week-end, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de camions qui circulent, mais il y a des riverains. Mais est-ce qu'on n'a pas pensé aux riverains? Parce que là, je crois que sérieusement, il y a un problème. Mais visiblement, la SAFER, selon plusieurs infos, ne pense jamais aux riverains, parce que si on parle de riverains, et quand on va à Tchévi, à Davy, là-bas, il y a beaucoup de riverains là-bas, mais quand vous faites tout le tour, vous payez, il n'y a pas de problème, et on ne considère pas ça. Et on est allé, même à Képé ici. À Képé, oui, le péage d'Aképé. Oui. Mais il y a beaucoup de riverains là. Mais obligé de payer. Obligé de payer, c'est-à-dire que si tu quittes la maison, que pas malheur, tu as oublié quelque chose. Oui, j'ai un grand frère qui souvent oublie des choses. Oui. Et il est très en colère tout le temps. Et tu dis quoi? Et tu paies à chaque fois. Ouais. Mais au moins, on peut réfléchir pour les riverains, même si c'est un truc forfaitaire. Comme en Occident. Oui, on paie il y a eu une vignette là et vous payez à chaque fois. Bon, là, et tu fais le trajet, même si c'est bon. Supposons que vous avez un malade que à chaque fois vous devez faire vous payez autant de fois que vous passez le péage. Vous voyez? C'est pourquoi nous parlons tout ça. C'est une forme d'escroquerie, quoi. Bon, d'accord, très bien. C'est une forme. Oui, ça revient même. Je veux savoir ce que Gérard pense de ce sujet-là. Est-ce que vous penserez comme certains, parce que ce matin, j'ai eu quand même le message dit non, ça ressemble à un piège, un poste de piège plutôt qu'un poste de péage. C'est pas ce que vous en pensez. Bon, un poste de piège, moi je pense que c'est un poste de péage de trop. Moi, je n'ai jamais été pour c'est un poste de péage, ça a été toujours gênant. Et moi qui vais de temps en temps, bien disons souvent à Tchévier, chaque fois, il faut que je débourse 1000 francs. Hein. Oui, allez, plus le truc de l'essence, vous achetez de l'essence et puis vous payez 1000 francs pour le péage, aller-retour. C'est la mer à boire parfois. Et maintenant, ceux qui habitent en pleine ville, on leur dit de payer à chaque fois qu'ils vont au travail. Donc, ça, si c'est 1000 francs par jour, ça veut dire que la personne va payer 30 000 francs chaque mois, disons 25 000. Oui, il sort de votre salaire comme ça. C'est juste pour le péage. C'est pas du tout facile. Maintenant, l'autre problème, c'est de savoir là où va l'argent. C'est pas une manière d'encourager des gens à vivre hors de leur ville de travail, par exemple. Des gens qui vivent à Tchévier, qui viennent au boulot à Lomé, comme vous l'avez dit, ils savent que chaque jour, ils doivent débourser 20 000 francs pour le péage quand vous avez une voiture, vice-versa. Oui, il ne s'agit même pas d'encourager les gens. Supposons si je suis chef d'entreprise et que je sois obligé de payer 25 000 francs chaque mois pour le péage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire mon personnel, par exemple. Si je peux engager, par exemple, un jeune et lui payer un stage chez moi à 25 000 francs, bien 20 000, bien il vient me demander le stage, je dis, mais monsieur, je suis désolé, mais je ne peux pas vous prendre pour votre stage. Si quelqu'un me demande de l'emploi, je dis, mais je ne peux pas, parce que j'ai tellement de frais fixes qui m'empêchent maintenant d'engager des gens. Ça veut dire que c'est le chômage, on est en train d'encourager quelque part le chômage. Parce que quand l'entrepreneur a beaucoup de frais, comment est-ce qu'il peut engager? En même temps, on ne va pas dramatiser la chose. Hein. Non, comment, dans quel sens? Non, c'est-à-dire que voilà, 25 000, parce qu'on doit recruter un jeune à 25-30 000 francs, et donc on refuse, et puis on se... Il n'y a pas que ça. Je paie 30 000 francs pour TVM pour ma voiture, 25 000 francs pour péage, essayez d'additionner les taxes. Et vous allez voir que rapidement, vous atteignez 100 000, autour de 100 000. Hein, mais avec 100 000, vous engagez quand même 2 personnes qui sont SMIC. Oui, bon, enfin, voilà.
l'entreprise A fait comme cela, l'entreprise fait comme cela, 10 entreprises font comme cela, mais le résultat, c'est que les étudiants, ceux qui sortent de leur formation, sont au chômage. Donc moi, je dis, c'est une façon, quelque part, d'encourager le chômage. Je ne dis pas que les taxes sont mauvaises en soi, mais la question que Sylvain s'est posée, qui est très importante, mais où vont ces taxes-là? Où vont ces taxes? Est-ce que ces taxes-là vont réellement dans les caisses de l'État? C'est ça le problème. Moi, il y a quelques temps, je suis allé à Dapamé. Vous savez, après Gontien, il faut voir l'état de la route. Oui. C'est-à-dire que c'est inimaginable. C'est-à-dire que là, ça fait prendre l'argent. Et elle dit que ça ne suffit pas, hein, parce que là, elle dit que ça ne suffit pas. Oui. Mais ce pourquoi elle prend de l'argent, vous ne voyez pas de résultats sur le terrain. Pas du tout. Moi, je suis allé à Dapamé, je reviens. Figurez-vous que mon crémailleur est parti en fumée. On me dit qu'il faut payer 100 et quelques mille. C'est-à-dire que toute la voiture, actuellement. Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez passer sans trouver un trou. D'abord, votre vie est en danger. Vous foutez votre véhicule en l'air et vous payez des péages. Mais dans quel pays on est? C'est pas critiquer pour critiquer, mais quand même, c'est une énormité pratiquement. Oui. Et donc, moi, je crois que on peut payer le péage, d'accord, mais à condition qu'on ait des routes. Mais on ne va pas être pénalisé 2 fois. Parce que là, je paye le péage, en plus, je paye mon amortisseur, je paye mon crémailleur, je paye tout. Je paye pour un service que je n'ai pas, en fait. C'est quand vous allez voir la vendeuse de com, vous lui donnez 200 francs, vous ne donne pas de com, de canami, rien. On vous dit, au revoir, monsieur. Ah non, il vous a escroqué. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose, seulement juste au niveau de l'État, où vous ne pouvez rien dire. Mais chez la vendeuse de com, vous pouvez réclamer. Ici, lui, il a la police. Il a tout, vous faites ça en vos coffres. C'est juste la petite différence. Vous savez, quelqu'un... Outrage à l'autorité. Ah les termes, ça ne manque pas. Quelqu'un s'est arrêté à Décon la dernière fois. C'est une femme, elle s'est arrêtée. Et puis, on le prend, et puis on dit, il faut qu'elle donne 2000 francs pour la police. Il dit, ça, je ne donne pas. Et le policier s'est fâché, il dit, vous irez prendre vos pièces au commissariat. Je ne dis pas le nom du commissariat, parce que c'est samedi seulement. La dame va là-bas et voit celui qui était de permanence, il dit, bon, vous savez, pour cette infraction-là, parce qu'il n'y a même pas de panneau là-bas, qui indique qu'il ne faut pas s'arrêter. Oui, si. Pour cette infraction, normalement, c'est 10 000 francs, et vous avez un reçu, mais si vous me donnez 5 000 francs, vous partez, et puis sans reçu, c'est passé. Ça veut dire passé. Aujourd'hui, on est lundi, non? Oui. Ça fait 48 heures. Et ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Elle a payé les 5 000. Elle a regardé les 10 000, elle a dit, à quoi ça va? Elle aurait dû payer les 2 000 depuis. Voilà. Elle est partie d'affaires. Elle a triplé. Elle a payé. Mais je vois plutôt le policier qui est de permanence qui dit, mais madame, écoutez, si vous donnez 5 000 francs, il n'y a pas de reçu. Mais là, c'est entre nous et puis 10 000. Vous avez un reçu. Vous avez la contravention en bonne et due forme. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est vous vous rappelez que dans un commissariat comme ça, on a pris un commissaire qui avait fait un carnet de reçus parallèle. Bien sûr. Donc, l'État togolais a un problème énorme. C'est-à-dire qu'on nous dit, on tue la presse, parce que la presse, on l'a tellement diabolisée qu'on se dit, ça, ils n'ont pas le droit d'exister. Oui, on a tué la société civile. Et comment est-ce qu'on veut gérer le pays? On veut faire une gestion orthodoxe du pays. C'est pas possible. Dès que vous tuez les organes de contrôle et les contre-pouvoirs, la porte est ouverte pour toutes les actions. On aura beau faire les péages, mais on n'aura pas les résultats qu'on escomptait. Bon, moi je dis, les taxes c'est bon, mais à condition qu'on les utilise à bon escient. Bon, et si les camions, vous dites que les camions venant du Ghana vont payer, il n'y a pas de problème. Les gens vont répercuter les frais sur les marchandises. Sur le transport, sur les marchandises, et c'est le citoyen qui continue à s'appauvrir. Donc finalement, ça continue pas à payer. Ouais, ça devient un cercle vicieux. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le citoyen togolais est en train de s'appauvrir de plus en plus. L'argent reste de moins en moins dans nos poches. Peut-être que c'est en économie politique, on a plusieurs options. C'est une option qui est peut-être sensée, mais moi personnellement, je ne la trouve pas du tout sensée. Bon. Très bien. Il y a plusieurs réactions quand même au téléphone. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, ce dernier péage est une exagération de l'étranglement de la population. Le gouvernement est en train de nous pousser vers un lendemain incertain et ce serait grave pour lui aussi. Si c'est pour les gros camions qui quittent le Ghana pour le Togo, il fallait trouver un autre moyen pour les faire payer au lieu de construire de fameux péages, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. On a aujourd'hui honte des Togolais. Ils vendent la construction des routes. De quelle route parle-t-on?
On n'est pas en Côte d'Ivoire, mais on regarde aujourd'hui ce que les gens là font en matière d'infrastructure avec cette canne. La honte a fui nos dirigeants, dit l'auditeur, péage pour moto, plusieurs péages pour un si petit pays, de Libreville à Antoum, c'est-à-dire d'une province à une autre, il n'y a pas de péage. Ils nous font honte dans ce pays, ils escroquent le peuple, car ayant donc la loi et la force de leur côté, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit trop de taxes, plus qu'en Europe, alors qu'en Europe, il y a beaucoup d'assistance sociale, santé, assistance aux orphelins, aux handicapés, aux sages, bourse aux étudiants, etc. Au Togo, rien. Tous les jours, on crée des taxes pour siphonner et asphyxier le peuple sans lui rien faire. Où va tout cet argent? Et on court de gauche à droite pour des prêts, pour se partager. La finalité pour laisser le peuple dans l'indigence. À quoi sert à la population de continuer à payer encore des taxes si certains fonctionnaires sont des milliardaires avec l'argent du contribuable, demande donc l'auditeur. On voit qu'il y a une forme de colère finalement qui gagne l'opinion. Et il y a un autre qui nous dit je confirme ce qu'évoque le DPGRA. Vendredi nuit, j'ai été arrêté. Et le samedi, j'avais payé les 5 000 francs sans reçu à la DGPJ. C'est ce qu'il a dit, écrit. C'est parce que c'est la DGPJ. C'est la DCPJ. Moi, je connais DCPJ, mais là, il dit DCPJ, mais DGPJ. Je connais pas, peut-être que c'est votre droit. Peut-être. Voilà. Il confirme ce que vous avez dit, quoi. Bon. Je m'en jamais. Il y a une forme d'exaspération. Oui, lorsque vous voyez la réaction des auditeurs, auditrices, vous verrez qu'il y a une forme donc de grogne qui est là. Il y a les Togolais en ont peut-être ras-le-bol. Oui, en ont peut-être ras-le-bol. Ils savent qu'eux, ils sont donc dans leur 4x4 avec leur véhicule de service et tout ça. Donc, une fois au péage, bon, voilà quoi. Bonjour, monsieur. Ah, eux, ils ne payent pas. Non, les RTG ne payent pas. Les RTG ne payent pas. Non. Les RTG ne payent pas au péage. Donc, vous êtes d'avoir des RTG, bon, bye bye, quoi. Vous, oui, bon, ils sont pas nombreux quand même à utiliser les RTG, enfin. Oui, mais bon. Comme voiture personnelle, quoi. Mais bon, voilà, quoi. C'est pourquoi, bon, eux, ils ne sont pas nombreux, c'est la minorité. Mais c'est eux qui, véritablement, disent la loi à tout le monde. Vous voyez? C'est la minorité est là. Je fait la relance dans ce sens-là. Hein. Non, écoutez, la minorité est là. Et puis c'est la majorité qui souffre. L'État ne paie pas de taxes. L'État ne paie pas. Non, c'est une incohérence. L'État ne peut pas payer de taxes à l'État. C'est normal. Mais les prêtres à l'église, ils cotisent aussi. Hein. On voit qu'ils font aussi la quête. Hein. Oui, normalement. Vous comprenez? Oui, mais là, ici, c'est-à-dire que tout se fait comme si, bon, c'est pour eux, quoi. Bon, faisons-le pour eux. Bon, eux, ils vont cotiser, nous sommes là, quoi. Et, je l'ai dit, aujourd'hui, le Togolais souffre. Ça, il faut le reconnaître. Le Togolais souffre énormément. Dans sa chair, dans sa peau et tout ce qui va, spirituellement, tout le Togolais souffre. Maintenant, si on continue donc à oppresser un peuple, vous voyez, je crois que c'est Farida Dabourma qui a écrit la pression de l'oppression, c'est ça, non? Oui, à un moment donné, vous voyez qu'il y a un auditeur qui dit, bon, s'il continue ça, donc un jour, ce sera donc pire pour eux et pour nous. Vous voyez? Oui. Donc, moi, j'ai toujours dit donc aux dirigeants de savoir regarder sur un certain nombre de décisions. Parce que Omar Béchi ne peut jamais comprendre que c'est la hausse du prix du pain. Oui, pain. Le pain, juste le pain, qui a fait tomber son régime. Vous voyez? Donc, ça veut dire que certaines décisions, il faut véritablement les mûrir donc avant donc de les prendre. Parce que les péages, véritablement, je dis, les péages, on commence à en avoir ras-le-bol. Ça devient trop. C'est le comble, quoi, pour reprendre le confrère. Ça devient trop. Vous prenez la voie là, c'est-à-dire la voie telle que je viens d'établir et tout ça. Vous avez tellement donc de péages sur la voie là. Oh, regardez l'état de la route. Vous allez vers Tablibo, regardez l'état de la route. Vous voyez? Donc, vous payez pour un service, vous n'avez pas de service, mais vous continuez de payer. Et si vous ne payez pas, mais on vous applique tout de suite la loi. Voyez-vous, à un moment donné, je crois que
Voilà quoi. Il y a notre consoeur d'ADD qui paye chaque jour pour venir au travail. 500 aller, 500 retour. Parce qu'il y a péage chez elle. Elle était malade, je lui ai rendu visite. Je me demande si c'est pas le péage qui l'a rendu malade. Parce que quand je lui ai posé la question du péage, j'ai remarqué que sa santé s'est détériorée encore. Alors, il y a deux auditeurs qui nous disent que les véhicules RTG payent les péages. Ah bon. Ah oui. C'est donc ils payent les péages. Ah, ok. D'accord, très bien. Merci à vous. Alors, il y a un autre auditeur. Il y a des messages là. Un auditeur qui nous dit ils vont nous presser jusqu'au jour où, suivez mon regard, c'est ce qu'il a ajouté. On a l'impression, continue-t-il, que le Togo est vendu. Et nous, la population, sommes devenus des ouvriers pour des acheteurs et surtout à nos autorités. La jungle est devenue mon pays et c'est dommage, dit donc cet auditeur. Et notre finalement, je reçois beaucoup de messages. Les RTG payent aussi au péage. D'accord, très bien. Celui qui parlait de DGPJ, il parle de la côté de Colombe de la Paix, donc la DCPJ. Donc il a payé 5 000 à la DCPJ vendredi ou samedi. Il a été arrêté vendredi nuit. Il a payé samedi et 5 000 sans reçu. On peut retracer facilement. Hein. On peut. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que si c'est avéré, donc ceux qui sont là, je crois, il a dit samedi, non? Oui, on peut facilement retrouver ceux qui sont dans le famille. Celui qui a pris, on peut l'avoir facilement. Ce sera ta parole contre sa parole. Oui, bon, c'est est-ce que vous l'avez arrêté? C'est cela. On dit oui. Est-ce qu'il est venu? Le gars dit je suis venu, j'ai payé. Vous me dites non, mais vous m'avez remis ma moto. Comment j'ai fait? Oui, c'est ça. Comment j'ai fait? Oui, mais en vous arrêtant, on ne marque pas ça quelque part. On dit ni vu ni connu, quoi. Pour que ça finisse, vous restez là-bas, enfermé. Pour outrage en magistrat, outrage, je sais pas quoi. À l'OPJ. Dans l'exercice de ses fonctions. Je ne sais pas si ça dépend des RTG, mais il y a d'autres qui nous disent que les RTG payent au péage. Je paie au péage chaque fois qu'on m'envoie avec un véhicule RTG. Alors, il y a deux auditeurs qui me disent que le RTG ne paye pas parce qu'eux aussi ils conduisent RTG. Donc, du coup, il y a deux types de RTG. Là, ça fait langue de partager. Quand ils nous écoutent, ils puissent nous dire. Moi, j'ai eu dit quand même que les RTG ne payent pas. Mais bon, dans une certaine. C'est pourquoi je dis ça fait de nous situer. Mais de toutes les façons, d'une manière générale, l'État ne paye pas de taxes. Monsieur. Merci beaucoup. On va évoquer un sujet. Ce que moi j'ai remarqué, vous voyez tous ces intervenants-là, ils utilisent le mot « ils »,« on ». Ils nous font, on nous fait, ils nous font. C'est ça le drame du Togo. C'est-à-dire on ne met jamais un visage sur les faits. Bon, à force de nous dire « on nous fait »,« ils nous font » là, mais c'est qui en fait? Qui s'enrichit? Non, en réalité, ça veut dire qu'ils ne s'identifient plus aux dirigeants. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une fissure, donc ils, c'est eux, quoi. Voilà, c'est eux. C'est eux. Et que ceux qui parlent se dissocient. Oui, ils ne s'identifient plus aux dirigeants. Donc ils parlent de dirigeants. Oui, ils ne peuvent pas dire. Vous n'avez pas d'analyse. C'est-à-dire que nous avons des délinquants qui ne sont jamais identifiés, qui ne sont jamais nommés, et on se plaint. Est-ce qu'on risque vraiment de sortir de l'auberge un jour? Non. Il y a quelqu'un. Je vous suis pas. Lui-même, il vient de dire, et on se plaint. Oui, on se plaint. Nous, quoi? Nous, les citoyens. Moi, je crois qu'à un moment donné, il va falloir. Non, je dis pas à un moment donné. Le drame du Togo, c'est que nous avons des gens qui font des choses qui ne sont pas bien, et on nous interdit, ou bien nous sommes incapables de les nommer. Tout le monde a peur. C'est ça le problème du Togo aujourd'hui. On a peur même de dire celui-ci a fait ceci, telle institution a fait cela. Moi-même, là, pour dire maintenant le commissariat, que c'est le commissariat central ou quoi, j'ai eu peur. Voilà, c'est pour dire que. Pour l'auditeur qui a eu le courage de dire. Il est plus courageux que moi, voilà. Il est plus courageux. Jusque lui, il est dans l'anonymat. Et moi, non. Vous voyez, le grand problème du Togo, c'est la peur. On fait régner la peur sur le pays. Et maintenant, dans cela, on veut développer. On veut quand même avoir une gestion catholique du pays, une gestion propre du pays. Et le chef de l'État l'a dit, il faut bien gérer les choses. Mais comment est-ce qu'on peut bien gérer les choses quand ceux-là qui sont là pour faire le contre-pouvoir, pour jouer le contre-pouvoir, bien pour contrôler, on leur fait peur. C'est ça, toute cette contradiction-là. Et moi, je pense quand même que le Togo va aller ça nous amène à évoquer, je ne vous coupe pas, c'est toujours dans la même veine. La culture de dire non, de porter plainte quand
on pense qu'on est brimé. Est-ce que c'est possible de cultiver cette culture-là finalement, excusez-moi, parce que je crois avoir lu un article ce week-end où un citoyen, je crois à la fin de semaine, qui a porté plainte contre la CET parce qu'ayant été victime plusieurs fois des coupures intempestives, lui et tous ceux qui sont dans ses voisins dans le quartier. Est-ce que c'est pas un pas, Elom? Oui, en réalité, moi j'ai toujours dit qu'il faut que les citoyens cultivent l'esprit de la plainte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être victime d'une situation, vous taire continuellement. Donc, regarde, moi j'ai lu avec grand intérêt cette plainte de ce consommateur ou de ce client de la CET qui dépose une plainte et qui précise dans la plainte que son objectif c'est pas d'être dédommagé, mais de pouvoir porter à la connaissance de la CET cette situation parce que il y a eu coupure de courant plusieurs fois dans sa zone et qu'il a des nourrissons, des bébés, et qu'il a même ramassé tout ce qu'il y a au frigo parce que vous savez que quand on coupe le courant et que vous avez quelque chose comme le lait, la sauce, même le poisson. Vous savez, la CET grille nos matériels ici à la radio tout le temps. Le samedi passé, pour l'émission de Agora Foot de samedi, on ne peut plus animer l'émission. Oui. On démarre. 5 minutes, on coupe. On redonne 30-45 minutes après. Après, on coupe. 2 minutes après on coupe. On a coupé jusqu'à ce que les confrères ne peuvent plus animer l'émission ici. Mais ça, c'est un dommage pour la radio. Oui, mais il faut que la radio adresse véritablement une plainte. Voilà, la CET. Parce que si les avis de coupure n'ont pas été précis ou n'ont pas été communiqués dans les délais, parce qu'il va falloir que aussi... Ça n'est plus communiqué depuis un moment. Hein. Oui, mais il va falloir qu'on puisse assurer que les avis de coupure soient communiqués et que la procédure voudrait que la plainte arrive et que ça soit enregistré. Bon, je crois quand même que le Taxi FM est dans son droit de pouvoir porter plainte ça, c'est juste pour réparation d'un préjudice. Bien sûr. Parce que c'est une radio. Maintenant, après, au niveau de chaque consommateur, je crois quand même que... Parce que dans plusieurs quartiers, à part les coupures de courant, il y a des problèmes de baisse. En Amazon, il y a trop de baisse. Oui, vous allez par exemple à Kégué, vous avez des lampadaires qui à 19h, 20h, ne s'allument même pas. Le confrère Gada nous a renseigné qu'à Djaglé, là, il passe des jours sans électricité. Hein. Ah, mais voilà. Donc, en réalité, surtout la nuit. La ville, à partir de 17h, c'est coupé. C'est le lendemain, peut-être à 10h que vous avez de l'électricité. Hein. La ville est en train de s'agrandir. Il faut que on soit clair. Lomé se développe. Les agglomérations se développent très vite. Vous avez vu par exemple le cas de CB avec toute la population qui est là-bas. Aujourd'hui, il n'y a même plus de terrain dans la zone. Si vous voulez un terrain, vous devez rentrer dans le Ghana. Vous allez à Djaglé, il n'y a plus de terrain. Toute la zone. À moins que vous vouliez acheter un terrain qui se trouve dans le Zion. Oui. Parce que il y a une partie de Djaglé qui est mangée par le... Même à Déticopé. Par le Zion. À Déticopé, c'est saturé. Et donc, aujourd'hui, les populations sont en train d'investir les espaces, c'est-à-dire tout Lomé est en train de s'agrandir. Mais le développement ne suit pas ce rythme-là. Le gouvernement dort. En réalité, parce que en matière d'électricité, tout est priorité en matière d'adduction d'eau. Vous allez dans une zone, par exemple, la TDE ne couvre pas la zone. Il y a des zones dans la capitale togolaise que la TDE ne couvre pas. On va venir vous dire qu'on va faire une étude de zone. Et dans l'étude de zone, on vous dit que on n'a pas de tuyau qui passe par là, on n'a pas de mécanisme. Donc vous attendez. Quand il y aura un projet ou bien quand on va développer la zone en matière d'adduction d'eau, on va venir vous raccorder. Et quand on fait forage, on parle de la police des eaux. On va en parler. Et donc, en réalité, ça fait que le fait de ne pas suivre continuellement cet aspect de la chose en matière d'électricité, parce qu'il y a trop de projets à la CET, mais au finish, on se demande, mais quel est le problème? On a parlé des araignées, du phénomène des araignées, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas de solution. Ils vont faire quoi? Ils vont mettre des toiles, le phénomène des toiles d'araignée va perdurer. Parce que le gars, mais les Blancs ont payé quand même pour ça. Hein. Oui, mais il est dans sa maison, mais il n'a pas d'électricité qui passe devant celui-là, même pas de poteau. Il est obligé de tirer lui-même sur plusieurs kilomètres. Donc, il va aller mettre tout ce qu'il veut. On m'a dit des fois sur 2 kilomètres. Hein. Oui, il faut qu'il ait au moins une ampoule allumée. Et donc, les gens, il faut véritablement que la CET, au niveau de l'État plutôt, on puisse avoir une véritable politique de développement. Parce que les histoires de Prisel, tout ça, c'est bien. Le remplacement des postes A, postes B, c'est bien. Maintenant, il faut véritablement qu'on puisse accentuer le développement. Ou bien. Pour qu'on... Parce qu'on a dit qu'on veut faire l'accès à l'électricité pour tous. Oui, 2030. Si. Oui, mais d'ici, on est en 2020 combien? 24. Oui. Il reste 6 ans. Oui, mais s'il y a en 6 ans, s'il reste 6 ans qu'on a encore des gens qui sont à Déchicopé ici qui n'ont pas d'électricité, qui sont à Goué, je sais, à Filoukoui ou bien quelqu'un qui n'a pas d'électricité, mais ça va être compliqué. La culture de la plainte, est-ce qu'on y arrivera?
Écoutez, parce qu'on le dit, mais on le dit, mais nous tous, on vit des choses où on peut porter plainte, mais on se dit, mais ça donnera quoi? Oui, puis on laisse tomber, quoi. Voilà, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas décourager les Togolais. C'est vrai, il faut avoir la culture de la plainte où vous êtes senti méprisé, opprimé, dans le cadre donc typique de la société. Si oui, vous avez subi des dommages, il faut porter des plaintes. Il faut porter plainte. Hein? Mais d'abord, la lenteur donc de l'administration judiciaire au Togo pose d'abord le premier élément, c'est au niveau donc de la lenteur donc de l'administration judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a on peut enrôler donc votre plainte et tout, et bon, juger l'affaire peut-être 15 ans ou 20 ans après. Voyez-vous, ça c'est un premier élément. De deux, c'est-à-dire que nous avons une justice où beaucoup d'éléments qui animent cette justice-là, beaucoup ne sont pas sérieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Il suffit donc de voir un peu le réquisitoire donc du juge Yaya. Vous verrez que tout ce qu'il a dit, c'est vérifié. Tout ce qu'il a dit, c'est vérifié. Et même ce qui choque dans ce qu'il a dit la dernière fois, c'est-à-dire que même ceux qui animent la justice togolaise font du faux. C'est-à-dire que il est dit la dernière fois que même certains huissiers font donc un faux jugement pour aller donc déloger des gens. C'est-à-dire que ceux qui sont censés rendre justice sont maintenant dans le faux. Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir confiance à ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on les arrête pas? Voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi je disais la dernière fois que il suffit juste qu'on prenne 2 ou 3 personnes et on peut même, on les expose. Il suffit juste qu'on dit, c'est-à-dire que si les faits sont avérés, mais envoyez juste leurs photos et puis on va faire une belle une avec ça, avec leurs photos, et vous verrez que tout le monde sera droit dans le bateau. À un moment donné, il faut les dénoncer. Je donne souvent l'exemple là ici où je vous dis des policiers ont aidé donc un groupe de gangs à aller voler donc les cuivres qu'on a souvent donc dans les câbles là au Ghana, et c'est devant donc la caméra des journalistes et tout ça. Ils ont été reformés, ces policiers et tout ça devant les caméras. Et après, bon, monsieur, merci. Maintenant, on leur a confié la justice. Si on le fait ici, je vous dis, les autres seront droits dans le bateau. Mais on nous appelle parfois, on nous dit, Tango X est allé boire dans un bar, il n'a pas payé, le gérant, il a menacé. Tango Y, Tango Z, Tango. Mais si on est souvent dans les tangos, on restera toujours dans un pays, il n'y a que du tango. Oui, il faut à un moment donné donner des noms. Et s'il le faut, on montre leur visage parce que les faits sont avérés. Tout ce que le juge a dit, c'est pas cousu de fil blanc, c'est vrai, c'est avéré. Et l'homme l'avait rappelé, il a dit devant eux, ils sont là. Aucun d'eux n'a levé son petit doigt pour dire non, vous êtes en train de mentir. Aucun. Ben ils sont là assis. Ils souffrent, mais c'est cela, ils ne peuvent rien faire. Vous voyez? Oui, ils souffrent de ce qu'il dit, mais ils ne peuvent rien faire. Et à un moment donné, il faudrait qu'on prenne juste 2. Nous voulons juste 2 d'entre eux. Et puis on va faire une belle une. Vous verrez que les autres seront dans le bateau. À un moment donné, si la justice ne fonctionne pas, ça ne fait pas prospérer un pays. Parce que la justice participe également au développement du pays. Je crois que le nouveau ministre l'a dit la dernière fois. La justice participe au développement d'un pays. Mais si les juges font du faux... a dit que c'est plus compliqué que ce qu'il pense. Hein? Bon, heureusement que maintenant, il est là. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont conscients que par la justice, on peut développer un pays et qu'ils sont là, donc, à faire du faux, à ne pas rendre justice. Et souvent, ils participent avec parfois des délinquants. Des délinquants, c'est-à-dire qu'un juge qui n'est même pas né quand un monsieur a acquis donc son terrain peut-être en 1952 ou 1960, il n'était même pas né parce qu'il a fait études en droit et tout ça. Aujourd'hui, on appelle magistrat ou avocat. Il va comploter avec des gens pour dire que le papier là, que c'est faux. Ils vont montrer autre chose, pour retirer la maison à quelqu'un qui a acquis en 1950. Vous voyez un peu là où on va, un peu là où, c'est-à-dire, ceux-là conduisent le pays. Et donc, il n'y a pas d'espoir que quand les citoyens ne sont pas d'accord ou estiment qui sont brimés dans leurs droits, puissent porter plainte et que ça prospère. Vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir véritablement là-dessus, comme semble dire Sylvestre Gérard? Non, moi je suis un peu comme Puissant mais pour dire que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que je prends un exemple très simple. Quand vous dites que la société a coupé le courant,
plusieurs fois que vos appareils sont grillés. Je crois qu'il va falloir encore trouver les causes de cette coupure, les causes techniques. Si par exemple, vous êtes sur un navire et le navire a chaviré, il y a des morts. Il y a deux options. Soit on vous condamne, vous allez en prison parce qu'il n'y a pas assez de bouées de sauvetage, par exemple, ou bien vous avez commis des erreurs techniques. La deuxième possibilité, c'est qu'on dise, c'est un cas de force majeure. Par exemple, il y a tsunami, toute la mer, et puis le navire s'est retourné, c'est fini. Là, on peut condamner personne. Quand on prend un avion, on remarque que, par exemple, il y a eu manque de kérosène en plein vol, l'avion est tombé. Vous dédommagez le personnel, les passagers. Oui, c'est improbable quand même. Hein? Ça peut arriver, ou bien on n'a pas fait de visite technique. Ou bien quelque chose qui... Non, en RDC, ça arrive. Hein. Manque de carburant, l'avion tombe. Ça arrive. La négligence. Vous avez parlé de la RDC. En tout cas, pour la société, par exemple, il faut voir encore quelles sont les causes. Si les matériels dont vous disposez ne sont pas assez performants, et de temps en temps ça flanche, la société, on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Peu importe la bonne volonté que vous avez, quand les sociétés ne sont pas bien équipées, voilà, il y aura de ces pannes-là. Donc, la question primordiale, moi, je crois que c'est la question de la pauvreté aussi. Nous n'avons pas aujourd'hui des appareils assez performants. C'est quoi cette structure à qui vous payez chaque mois et qui peut se permettre de couper votre électricité? Ne coupe pas. Soit disant, soit des fois, on communique que c'est pour faire des travaux sur la ligne. C'est quoi ça? J'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas longtemps que depuis que lui est en Europe, il y a 20 ans, j'ai jamais eu de coupure chez lui. Oui, c'est l'Europe. C'est normal. Vous êtes en train de me conforter dans ma situation. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui achète une nouvelle voiture en Europe, il l'utilise après 8 ans, il vous vend ça comme venu. Vous êtes tout le temps chez le mécanicien. Aujourd'hui, le mécanicien, il y a telle chose, demain, le mécanicien, il y a telle chose. Parce que c'est une voiture qui a été déjà amortie. Le blanc, moi je dis le blanc comme ça, après 8 ans, 10 ans, il sait que la voiture là, c'est bon pour la casse. Et c'est là qu'on nous vend ça en tant que venu. Et nous, on utilise ça encore 20 ans, 30 ans. Et c'est normal qu'on soit tout le temps chez le mécanicien. Si nous allons acheter des camions, par exemple, de vieux camions, c'est normal que les freins flanchent. Si nous allons acheter des groupes électrogènes qui ne sont plus performants, qui sont vétustes, c'est normal que ça dépanne. C'est normal que ça n'ait pas de performance. Vous voyez, une machine, c'est toujours la qualité qui compte. Moi, je dis, la société n'est pas bien équipée. Vous questionnez aussi l'équipement, le matériel de la société. Et je pose la question de la pauvreté de nos pays. Nos pays sont pauvres et ne peuvent pas avoir les équipements les plus performants. Je crois même pas à cette idée. Attendez, je vais terminer mon raisonnement. Je sais que je ne serai pas d'accord. Regardez même nos armées. Les armes que nous avons. Mais c'est des armes, on tire, c'est 40 balles, après 10 balles, ça s'échauffe et puis ça s'arrête. On n'arrive plus à tirer. Il n'arrive pas à tirer. On n'arrive plus à tirer. Non, la dernière fois que je suis journaliste, je sais non, c'est pas ça. La dernière fois que vous êtes rendu à la journée porte ouverte de l'armée, tu restais quand? Bon, j'étais au temps du colonel, comment il s'appelle là, Charles, comment il s'appelait déjà, c'est lui qui communiquait beaucoup là. Il porte le même nom que celui qui a dirigé le Covid là. Oui, Djibril là, il était bon lui là. Oui, mais bon, voilà, ça veut dire que vous n'avez plus l'accès au matériel que l'armée togolaise. Demandez à même un caporal ou bien un soldat de première classe. Il vous dira que nous aurons besoin d'armes beaucoup plus performantes. Ne faisons pas de miracle autour de ces choses-là. Bon, vous faites un tour au niveau des frontières. Moi, je crois que l'arme qu'ils ont aujourd'hui, bon, en tant que peut-être profane, mais je me dis, bon, ce qu'on voit généralement dans les films dans les films, je crois que nos armes ne sont pas comparables avec ce que, par exemple, les Américains utilisent. C'est beaucoup plus performant. Oui, ils sont américains, nous sommes togolais. C'est de ça que je dis. Quelqu'un qui dit qu'il a fait l'Europe, il n'a jamais vu de coupure de courant. C'est parce que ils ont des groupes électrogènes très performants. Allez acheter les groupes électrogènes à Décon là-bas. Ça grille tous vos appareils en 2 minutes. Moi, j'en avais 2. C'est donc ça a grillé tous les appareils. Tous les appareils étaient grillés. Tous les appareils. Parce que la tension monte et descend, monte et descend, monte et descend. Donc, il vous faut un stabilisateur. Et parfois, il grille le stabilisateur. Voilà.
Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, le tout, c'est... Non, là, c'est pour dire que la question est une question aussi de pauvreté. Nous achetons des trucs paillants, et tout ce qui est paillant, c'est moins performant, et ça a ses conséquences. D'accord, très bien. Je vais lire quelques messages des auditeurs. Il y a un auditeur qui me dit, par exemple, que en matière d'électricité, le Togo est une faillite totale avec le régime en place. Avec 60 ans, bon, c'est plus partisan, hein, 60 ans au pouvoir, aucune source d'énergie que de la dépendance du Ghana, Nigeria. Or, Nkrumah, déjà, en 1957, savait que l'énergie est synonyme de développement en construisant à Kosombo. Il a même acquis une centrale nucléaire près des Soviétiques pour l'énergie. C'est suite au coup d'État que les Occidentaux sont venus le démanteler. Aujourd'hui, ça sert seulement à des recherches agricoles et médicales. Allez à Accra et demandez d'après Atomic Center. Et on vous renseignera. Au Ghana, même dans votre hameau, dans une ferme, vous demandez du courant, on vous l'amène. On vous amène le branchement. Ici, on parle de développement de projets agricoles. Les producteurs vont vivre comme au Moyen-Âge, se demande l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. Nous sommes dans un pays en déliquescence totale et très avancée. Il y a des priorités à tous les niveaux. Le gouvernement ne fait que patauger. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire et par où commencer. On a vendu les banques, le port, la route, Lomé-Palimé. Tout ça prouve que nous sommes étrangers chez nous. Et pire, les étrangers sont devenus les propriétaires terriens chez nous. Bientôt, ce sont les étrangers qui vont nous vendre les terres, dit donc cet auditeur-là. Bon, il y a un auditeur, il s'appelle, enfin, il dit, mes salutations à Elam, Gérard et Sylvestre, j'aime bien leur analyse quand ils arrivent le lundi, meilleurs vœux. Bon, d'accord, merci. C'est gentil de votre part. On ne voit pas ça tous les jours quand même. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Alors, je veux qu'on aborde un sujet. Eric, juste, vous savez, la ville de Lomé s'étend aussi un peu trop vite. Il y a cette problématique-là. C'est dû à quoi? C'est un problème, ça? C'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que quand vous voyez Lomé, vous avez voyagé, tout le monde qui est, tous qui sommes ici, oui. Vous voyez, nos villes sont plates. Ah, d'accord. Vous trouvez un peu d'argent, vous allez acheter votre lopin. Alors quand vous voyez une ville comme New York, vous voyez, c'est en hauteur. Et c'est tout petit. Mais nous, ça s'éteint à l'infini. Mais c'est des trucs construits avec des tôles. C'est pas si, c'est ça, on avait parlé de l'aménagement de la ville ici. Je crois la dernière fois qu'on en a parlé. Quand la ville est concentrée, vous avez l'électricité, le téléphone, tout, et c'est plus facile. Et quand la ville s'étend à perte de vue, chacun, dès qu'on trouve un peu d'argent, c'est pour aller. Tant qu'on n'aura pas la politique des appartements, comment dire là? Oui, c'est les appartements. Les HLM? Pas forcément. Les HLM, c'est un peu pour les pauvres, quoi. C'est-à-dire que vous avez une maison. En haut de vous, c'est quelqu'un d'autre qui est propriétaire, ce qui fait qu'on peut construire en hauteur. Et vous tous, vous avez les infrastructures. Et ça qui fait la politique là, c'est le gouvernement. Oui. Voilà, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est un pays qui décide de ce type de développement. Mais nous, ici, c'est qu'on étend les choses. Regardez Lomé en moins de 20 ans. Jack Blé, tout ça là dont elle en parlait, c'est terrible. Comment c'est allé? Il n'y a même plus de terrain. Il n'y a plus de terrain. Tellement que les jeunes qui aujourd'hui vont commencer à travailler, on se demande là où ils vont habiter. Parce que la vie s'étend. Jusqu'à Thiviers, Lomé, Dabi aujourd'hui, Lomé a des Tikopé et Dabi, c'est pratiquement la même chose. Parce que justement par rapport à ce phénomène, beaucoup aujourd'hui sont obligés, on l'a dit, de résider à Thiviers, de résider à Mwepé pour venir travailler à Lomé. C'est-à-dire alors que... Là où on atteint aujourd'hui, est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est possible de revenir à ça? Est-ce que c'est encore possible? Bon, le problème, c'est que ici, la terre appartient aux collectivités. Essayer de vendre l'euro à quelqu'un d'autre? Non, en fait, la terre appartient aux collectivités. Et tant que la terre va appartenir aux collectivités, les collectivités vont vendre partout où besoin sera. Vous comprenez? Bon, ça fait que l'État ne peut pas dire, bon, stop, vous arrêtez la vente à ce niveau. Mais s'il y a un danger public ou s'il y a des réserves administratives qui sont quand même recensées, oui, l'État peut intervenir. Mais si les collectivités ont des terres qui sont des terres qui n'ont pas de problème et qui, au niveau du cadastre, sont quand même clean, ben, ils vont les vendre. Mais l'État peut trouver des formules. C'est très facile. Oui, c'est facile. Vous allez prendre le permis de construire. Oui. On me dit, monsieur, dans ce quartier-là, il y a ce type.
Voilà. Vous ne pouvez pas aller construire une chaumière là. Le permis de construire. Le permis de construire. Combien sommes-nous à demander un permis de construire? C'est ça aussi le problème. Ça, c'est à la mairie. C'est un problème qui se pose au niveau de la mairie. Et donc, je vous donne la parole. Allez-y, terminez. Par rapport au permis de construire, ça, c'est du ressort de la mairie. Mais quand vous allez à la mairie, combien de personnes vont demander un permis de construire? Vous allez voir, il y a des travaux qu'on arrête pour défaut de permis de construire. Sur la route de Ségue, là, vous arrivez au rond-point de Sabado. Ah oui, ici. Il y a quelqu'un qui a un quart de l'eau et qui ne fait que monter. Est-ce que ça fait un quart de l'eau? Non, même pas. C'est un petit truc. Oui. Et il ne fait que monter. Il monte, il est un troisième ou quatrième niveau, et il met des carreaux, mais en même temps, on avait écrit arrêter les travaux pour défaut de permis. Il est là, tranquille. Mais les gens n'ont pas la notion de. Et puis, on ne peut pas construire cet immeuble-là comme ça, en bordure de route, comme ça, à côté des gens. Parce que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne casse pas? Parce que là, c'est danger, là. Oui, je suis d'accord. Quand vous arrivez au rond-point de Sabado, je suis d'accord. Il y a un petit immeuble qui pousse là. Pourquoi en réalité, quand on met... Il faut s'y regarder. Non, mais pourquoi? Dites-moi. Ça peut s'écrouler. Oui, mais pourquoi techniquement? Le temps du 2 février, ça n'est pas encore écroulé. Pourquoi lui, il va s'écrouler? Non, vous savez quel type de fondation il a fait? Non, de bien avoir les fers. Les barres de fer avec lesquelles on construit, on monte. C'est les barres de 6. Non, mais quand vous regardez, vous avez techniquement, on n'a pas besoin d'être un ingénieur génie civil pour regarder que la construction est pas. La mairie a dit d'arrêter ça. Oui, ça ne tient pas. Mais si la mairie souvent arrête, après, bon, vous allez à quoi, vous voyez défaut de permis de construire. De construire. En réalité, aujourd'hui, c'est la mairie avec la décentralisation. Mais quelques mois après, vous allez encore revoir cette personne à continuer. Oui. En réalité, le défaut de permis, c'est le défaut donc de donner quelque chose à la mairie. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que vous venez donner quelque chose à la mairie, on dit bon, maintenant c'est bon, vous pouvez continuer. Parce que oui, quelle est l'expertise de la mairie maintenant? Ils ont quelle expertise? Oui, mais ils ont technique. Et après, du moins, les gens continuent. Donc ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui a changé avant? C'est-à-dire avant et après. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'en réalité, je me dis qu'entre-temps, les gens sont allés voir au niveau de la mairie. Il y a eu peut-être une verbalisation, ils ont payé et puis c'est fini, on continue. Voyez-vous, il y a trop de laxisme dans le pays. Donc la vie se développe trop vite. En largeur. Oui, mais l'État peut limiter cela aussi. C'est vrai que la terre appartient donc aux collectivités, mais l'État peut imposer un certain nombre de formules. C'est-à-dire que dans telle zone, il ne peut y avoir qu'une telle bâtisse. Bon, il y a eu la formule qui a été utilisée au Burkina Faso et ça a marché. C'est-à-dire que dans cette zone, vous ne pouvez avoir qu'un tel immeuble. Et si vous commencez à imposer des choses comme ça, vous verrez que au moins on aura une belle ville. Aujourd'hui, vous voyez un peu la nuit, Lomé, c'est triste quoi. Vous sortez un peu, vous sortez, vous voyez un peu c'est triste la ville quoi. C'est vrai qu'il y a pas l'argent, ça se fait. Mais vous circulez un peu à Lomé, il n'y a rien quoi. J'ai un ami ivoirien qui est statisticien, qui est venu à Lomé. On se prenait un peu et tout ça. Bon, à moins de quelques tours, on a fini Lomé quoi. Il dit, bon, Sylvestre, non, je veux qu'on aille à Lomé. Mais mon gars, on a fini Lomé. C'est pas Abidjan. C'est pas Abidjan, vous voyez. C'est pas Abidjan. Wow. Donc, il faut véritablement, c'est-à-dire que vous sortez, excusez-moi le terme, mais vous sortez un peu, vous revenez à Lomé. En fait, le problème, c'est que la ville est concentrée à un niveau. C'est pas ça. C'est vrai que... Bon, au niveau du quartier administratif, vous circulez un peu... Bon, oui, la capitale se développe vers les périphéries, mais la ville est concentrée parce que la plupart des activités, c'est en centre-ville. Si c'est pas en centre-ville, il va falloir qu'on puisse aussi décentraliser. Parce que, franchement, à un moment donné, il va falloir que... Voilà, quoi. Eric, il y a un terme qu'on utilise, c'est ceinturer la ville. Oui, toute ville, on peut la ceinturer. Oui. On dit par exemple, Paris ne doit pas s'étendre au-delà de tel endroit. Voilà. Lomé aussi. Lomé ne connaît pas. Hein? Non, il n'y a pas ça, on ne parle pas de ceinture. Voilà, c'est normal que le pantalon tombe. C'est ça. Et puis aussi, en même temps qu'on ceinture la ville, bon, je pense qu'il faut faire une politique de prêt immobilier adéquate. C'est-à-dire qu'on dit, vous voulez construire ici, d'accord. Pour avoir le permis de construire, il vous faut tel type de bâtiment. 3 étages, ou bien 4 étages, 5 niveaux, quoi. Voilà. Ce qui fait que d'autres peuvent construire au-dessus de vous. En contrepartie, on vous fait un prêt.
sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Avec un taux responsable. Avec un taux normal, un taux responsable. Un taux responsable, voilà. Normal, bon, responsable. À payer sur 50 ans, ce qui permet que la ville se construise en hauteur. Mais c'est que chez nous ici, bon, sincèrement, voilà quoi, c'est ça que je disais. Ouais. Tant que la société civile n'aura pas son mot à dire, ben les 30 ministres ne pourront rien. 30 ministres pour diriger tout un pays sans contre-pouvoir, sans proposition. Trop, voilà, ça ne peut pas marcher. 30 ministres, c'est trop, moi je trouve, pour ce pays. 30 ministres. Et puis, bon, je crois qu'on va finir par là. Oui. Ici, il y a également un fait, les logements sociaux. On parle de logements sociaux parce que le terme sociaux, logements sociaux, pour le peuple. En réalité, bon, peut-être que pour les indigents, ceux qui n'ont pas assez, donc, voilà, quoi. Mais on parle de logements sociaux, vous y rendez, et puis on vous dit, bon, amenez 20 millions, 15 millions. C'est encore ça, logements sociaux? Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ça pilule partout, donc on dit logements sociaux. Et 25 millions? Non, je crois que... Logements sociaux à 25 millions, c'est bon. À condition que vous payez. Gérard, il est expert en immobilier. Non, c'est pas ça, je connais la réalité. Je connais cette réalité. Moi, j'ai un ami mozambicain en Allemagne, il vient d'acheter un appartement à 180 000 €. Il dit qu'il va payer. Il a une fille. Le couple a une fille. Il dit qu'on a pris la fille aussi en compte. Nous, on paye jusqu'à notre retraite. Et notre fille qui sera héritière, elle continue à payer. Vous voyez un peu? Ça dit que c'est sur la durée. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on voit Paris. Waouh! Mais on oublie que Paris se construit depuis 1800 ou 2700. C'est comme ça. Il faut s'inscrire dans le futur. Et non faire du pilotage à vue. Nous, on fait du pilotage à vue. Quand vous avez l'argent, vous construisez. Quand vous n'en avez pas, vous ne construisez pas. Donc, il y a des espaces assez vides à Lomé. Oui, mais... Et puis des espaces, du moins, des maisons vides aussi. Oui, c'est également un élément. Il y a des maisons vides, là, vous circulez à Lomé, vous voir, mais il y a personne bien construit. Et puis, il n'y a personne. Il y a des maisons comme ça. Il y a des maisons comme ça. Il faudrait quand même que l'État aussi puisse répertorier ces maisons-là. Si on ne peut pas trouver leur propriétaire, mais on peut trouver encore d'autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui! Non, écoutez, on ne pouvait pas construire et vous laisser ça pendant 20 années au moment où les gens dorment dehors. Oui, mais attendez, est-ce qu'il y a un crime à ça? Non, moi je pense. Non, moi je pense. C'est sérieux. Quelqu'un construit sa maison. Mais du moment où c'est clean, il a son titre foncier, il a tous les papiers dessus, et que la personne ne dit pas exemple en Europe. Il laisse la maison là. Il suffit. Mais entre-temps, il y a des vacanciers qui sont là, ils louent pendant 2-3 mois, les vacanciers repartent, ça fait l'année prochaine. Mais il suffit de faire l'entretien et que ça ne pose aucun danger pour la société. Mais ça, il y a un autre aspect de ça, c'est-à-dire que les gens ne vivent pas en Europe, justement. Et qui sont là, ils ont 4, 5, 6 maisons. Oui. Et ils occupent quand même l'espace parce qu'ils ont construit là, et puis c'est là-bas. Personne n'habite. À part le gardien qui est là. Et puis on regarde. Et ces maisons sont là, où des gens ont construit pour pouvoir louer. Mais ils ne trouvent pas de preneur. Oui, parce que c'est cher, le prix, tout ça. Et puis ça est là, ils regardent. Pendant ce temps, des gens cherchent et n'en trouvent pas. Ouais. Non, je crois qu'il faudrait trouver. Mais pour Gérard, c'est pas de problème. Hein? Non, c'est-à-dire que vous avez là où se trouve le problème. C'est parce qu'on ne paye pas pour ces maisons-là. En Europe, quand vous avez une maison comme ça, il y a des taxes. Il y a des taxes qui viennent. Si vous avez décidé d'avoir 20 voitures, d'accord, mais il y a le TVM qui vous attend. Si vous pouvez payer la taxe comment ça s'appelle là? Taxe sur les véhicules à moteur, pour ça, vous payez. Je crois qu'il y a une taxe instituée récemment par notaire pour les maisons d'habitation. Oui. Et le tout, c'est les histoires de taxes, d'impôts, et qui sont réellement utilisées pour le pays. Vous savez, ici, c'est que les choses sont mal réglementées. Moi, j'ai un ami, il a 2 voitures. En été, il s'en va enlever le numéro d'immatriculation pour une des voitures, pour ne pas payer les taxes et les TVM. Oui. Ben, c'est comme ça, il joue. Alors que si vous voyez, vous entrez chez quelqu'un, c'est comme un garage de voitures, parce qu'il en a 5, 6, 10. Ouais. Dès qu'il y aura TVM, les choses se régulent elles-mêmes. Et pour les maisons, ce sera aussi pareil. Mais si j'ai l'argent, je suis assez riche. Vous avez Donald Trump, il a des résidences qu'ils n'ont pas habitées, il va là-bas pour jouer au golf. Et il quitte encore, il revient 3 mois, 4 mois après. Donc, il n'y a pas de crime pour ça. Tant que vous êtes capable de payer à l'État votre contribution en tant que citoyen, quitte à vous de le faire. Très bien. Messieurs. Le mal, c'est que le système d'impôt au Togo, c'est encore très chaotique. Hein. Je ne m'en prends pas à l'OTR, mais quand même, il reste beaucoup à faire. Beaucoup, il faut assainir, Messieurs, merci beaucoup. On va aborder notre sujet sur les nominations. On en vient maintenant. Récemment, la presse en a parlé, on a fait
chou gras sur le cas de Pascal Bodiona. On s'est rendu compte après, quelques jours après, qu'il y a eu d'autres nominations aussi. Le cas, par exemple, de l'ancien patron de l'impôt, Adoye Soravana. Et on signale aussi d'autres nominations également. On en était là lorsque il y a eu changement à la tête du ministère de la Justice. On se pose la question, mais il s'est passé quoi? Pourquoi est-ce que Fonia Singwe a décidé de faire partir? D'autres ont dit qu'il a viré. Puis Saboué Tomé, c'est l'homme. Déjà, on est revenu sur la question même. Oh bon, on savait que l'ancien ministre de la Justice avait quand même des problèmes de santé, ça c'est vieux. Vous savez que, bon, quand vous le voyez, il y a eu des problèmes par rapport des problèmes oculaires, donc ça fait que il a fait quand même 9 ans, je crois. 8-9 ans. Oui, 2015, je pense qu'à 2015, ça fait 9 ans. Je pense quand même qu'à un moment donné, il va falloir... Il travaille depuis 90. Hein. Oui. Bon, c'est lui-même qui a dirigé même la conférence de 90. Effectivement. Depuis là, donc ça veut dire que... Oui, mais ces dernières années, il a eu quand même, quand vous le voyez, vous savez, il y a son escorte qui lui tient par la main des fois. Oui, et donc, pas des fois, tout le temps. En fait, donc, bon, je crois quand même qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse procéder. On puisse procéder justement à son remplacement. Je crois quand même que ça répond justement à cela. Et bon, maintenant, on a 2 mois pour faire les élections législatives. Donc, dans quelques mois après les élections, on va faire un gouvernement. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que le nouveau qui est là, c'est juste pour les 2 mois ou il va poursuivre le bail? Donc, on attend de voir. Mais maintenant, sur le plan même de la réforme de la justice, je crois qu'il y a un gros challenge pour le nouveau ministre de la Justice, le Nam Chougli. Il y a un gros challenge à faire de ce côté-là, et parce que franchement, ça va pas. Que ce soit les magistrats, il y en a qui font bien leur travail, mais il y en a quand même qu'il faut véritablement mettre en place. Oui, un peu comme partout. Vous êtes tranquille dans votre coin. Vous dérangez pas trop les gens. C'est une assurance qu'on peut vous rappeler un peu plus tard. Et donc, des gens qu'on a garés là et qui sont dans l'ombre, et ils sont en train de prier tranquillement que leur jour arrive. Alors, est-ce que ce qu'on est en train de voir depuis quelques temps là, est-ce que c'est juste de simples nominations ou Fonia Singwe, là, allons-y clairement, est en train de préparer sa prochaine élection présidentielle? Sylvestre d'abord. Oui, tant que j'ai la réfléchi, je viens à lui. C'est possible aussi, hein, c'est possible parce que lorsqu'on prend quelqu'un comme Pascal Bodiona, bon, on le connaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui refusent ce qu'on appelle un animal politique, mais bon, le monsieur a l'air. Parce que c'est quelqu'un qui a fait donc avec le père et qui fait avec le fils. Je ne sais pas s'il fera aussi avec le Saint-Esprit. Mais on verra. Mais bon, c'est quelqu'un qui, sur le plan politique, a quand même assez de carrure politique. C'est quelqu'un qui sait aussi, vous prenez un Pascal Bodiona, on sait que c'est vrai, il arrive parfois à faire l'unanimité au niveau du régime, mais aussi avec ses adversaires politiques, au niveau de l'opposition, parce que je me rappelle que lors d'un dialogue, c'est lui qui a pris le téléphone pour appeler certains opposants de venir, et qu'ils vont discuter, qu'il y aura pas de sujet tabou, ils vont discuter de tout et de rien, vous voyez. Donc, un tel personnage qui arrive, donc, que ce soit donc de la gauche ou de la droite, a fait l'unanimité. Je crois que c'est un bon pion. Hein, c'est un bon pion, donc, pour continuer avec lui. Bon, est-ce que c'est pour cela qu'on l'a fait venir? On verra en 2025 si, il y a beaucoup aussi qui disent que, oui, du fait, donc, de la lenteur observée en 2020 par le président Fonia Singwe avant de décider s'il va continuer ou non. Donc, beaucoup se disent que, ouais, mais aujourd'hui, beaucoup sont donc, ils sont devenus donc presque de 20 prophètes. Chacun lit un peu dans la boule de cristal pour dire oui, au cas où le chef de l'État actuel, quoi, M. Fonia Singwe n'ira plus donc en 2025. Donc, il a une bonne pièce de rechange à la personne, donc Pascal Bodiona pour le succéder. Mais on verra tout ça. Mais vous prenez donc ces personnes-là intrinsèquement, vous verrez que ce sont quand même des gens qui réussissent mieux aussi dans leur région. Vous voyez un Pascal Bodiona qui revient donc sur sa terre natale, au nord du pays. À Kouméa, par exemple. Vous voyez donc la manière dont il est aimé, il est adulé.
il va souvent aux Evala, vous voyez un peu la foule qui draine. Donc des gens comme ça, lorsque vous les envoyez sur le terrain, donc à l'heure des élections législatives régionales, bon, il peut véritablement donc jouer la belle carte pour vous. Bon, il faut peut-être préciser que Pascal Bodjouna n'était pas là déjà en 2020, au côté officiellement de Faure Gnassingbé. Oui. Bon, c'est passé quand même pour lui, hein. Oui, Faure Gnassingbé. Oui, c'est passé quand même pour lui, avec la manière aussi, il faut le dire, c'est passé, mais avec lui, il y a la manière aussi. Et puis vous prenez aussi un Adoyi et Havana. Bon, c'est un peu compliqué pour moi. Mais vous le prenez, c'est vrai qu'il a eu également ce souci-là où il a organisé donc ce mariage en plein Covid avec, il faisait un peu de faro, et puis après, on l'a garé. Mais vous avez vu que même... Bon, certes, on l'a garé, mais il continue à être ce militant-là, au niveau donc de ce côté. Oui, il continue à être ce militant de l'UNI, qui à chaque fois donc va parler donc à ses frères, va parler donc aux militants. Il est souvent sur le terrain en tant que militant de l'UNI, qui va donc au niveau donc des bases et tout ça. Donc, vous prenez également un tel personnage à l'orée donc des élections régionales législatives. Si on la voit également sur le terrain, on est sûr qu'il peut au moins ramener au moins quelque chose. Vous voyez donc, si on prend sur ces faits-là, je crois que ramener aujourd'hui, à l'heure de cette élection-là, je crois qu'il peut jouer donc une belle carte. Pour les deux. Maintenant, est-ce que eux seuls suffisent pour le faire? Ceux qui étaient là avant, est-ce une manière de dire que, bon, vous êtes presque à l'apogée, donc il faut... Scléroser. Oui, scléroser, c'est pas... Bon, on trouvera encore notre terme pour mieux définir cela. Il faudrait véritablement que d'autres viennent. Il y a aussi certains qui disent que si on a fait ramener Bodjouna malgré ses humiliations, tout ce qu'il a subi, et on l'a fait ramener à un niveau où déjà on le voit autour du chef de l'État, il commence encore à s'imposer presque. Bon, avant on l'appelait même pas sur le numéro 2 du régime. Au RFI et tout ça, on l'appelle le numéro 2 du régime. Et comme lors donc des audiences du chef de l'État, vous verrez que là, il est encore déjà présent. Oui, on le voit sur les images et tout. Donc, est-ce qu'il ne risque pas encore de faire ombrage à certains? Vous voyez, donc il y a... qui sont pas là. Oui, bon, si vous étiez là et que, bon, il a fallu qu'on le ramène encore, est-ce que, bon, vous aussi, est-ce que vous ne pouvez pas vous poser un certain nombre de questions? Est-ce parce que nous ne sommes pas à la hauteur qu'on est obligé encore de le faire venir? Voyez-vous, donc il y a un certain nombre donc, de faits qui nous permettent donc de dire, bon, d'oser, de tenter de dire que oui, peut-être que c'est pour ces élections-là qu'ils sont là, mais est-ce que même s'ils étaient là depuis, mais le régime n'a souvent pas gagné proprement les élections. Bon, d'accord, très bien. Ça, c'est un fait, quoi. D'accord. C'est souvent aussi avéré. On vous le conseille. Gérard Ouissant, Faure Gnassingbé, là, il est non seulement prêt pour les prochaines élections législatives et régionales, mais visiblement, il se prépare pour la présidentielle 2025. Non? Bon, c'est possible. Bon, ce que moi je me dis, c'est que M. Faure Gnassingbé, il a aujourd'hui besoin d'hommes politiques. C'est évident. Quand vous prenez tous ces ministres, vous ne trouvez aucun politique. Comment ça? Essayez de regarder. C'est-à-dire que le temps de Agba, le ministre Agba de la Santé, le temps de Solitoki, tout ça là, qui étaient des politiques, c'est passé. Aujourd'hui, on a pris des gens, vous le voyez, on dit docteur en ceci, professeur agrégé en cela, c'est des... Et technocrates. Je ne veux pas les dénigrer, mais des soi-disant technocrates. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de diplôme, hein, ou bien quoi. Hein. Non, mais on ne parle pas de diplôme ici. Voilà. On est en politique là. C'est des gens, c'est même que le mot, soi-disant technocrates. Et là, ça ne fait pas la politique. Parce que les ministres, être ministre, c'est d'abord un poste politique. N'est pas ministre de la Santé forcément un médecin. N'est pas ministre de la Défense forcément un militaire. Non. Et donc, aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé, il manque d'hommes politiques, cruellement. Quand vous prenez ces 30 ministres, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'hommes politiques. Donc, moi, je comprends qu'il veuille maintenant faire venir des hommes politiques ou bien des animaux politiques, comme l'a dit Sylvestre. Ça lui manque cruellement. Donc, je comprends pourquoi M. Adoyi est là, M. avant tout aussi Bodjouna. Et je crains que... Et même le titre de Bodjouna en dit long, c'est chargé des affaires politiques. Ouais. Ben, je crains que ça que M. Faure Gnassingbé ne prenne encore d'autres hommes politiques pour remplacer les soi-disant technocrates dont on a vu les limites. Parce que les limites ont été très très claires. Le problème de Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est que, vous le voyez, on parle de Faure Gnassingbé au Mali, au Niger et tout ça là, qui résout
extrêmement bien les crises à l'international, mais qu'à l'interne, c'est exécrable. À l'interne, on le traite de tout, à tel point qu'il a même été obligé d'aller porter plainte contre quelqu'un qui l'aurait traité de dictateur. Oui, en France. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vraiment, ça ne va pas. À l'intérieur, sa côte est quelque part, je dirais même en chute libre. Pendant qu'à l'extérieur, il caracole devant. On dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Donc, il va vouloir forcément équilibrer son aura à l'extérieur. Il va vouloir trouver je ne sais pas quoi, un pendant, quoi. En équilibrant avec une politique intérieure au moins un peu plus vivante. Aujourd'hui, personne ne parle. Il n'y a pas de contestation. La société civile est morte. La société politique est morte. Parce qu'il n'y a même plus de partis politiques. Vraiment dignes de nom, quoi. Donc, quand tout est mort à l'interne, moi, je le comprends quand il veut essayer de faire revivre la politique à l'intérieur. C'est comme ça, moi, je comprends tout ce mouvement. Oui. Mais le danger, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, tous les ministres ont peur parce que tout le monde se dit, ben, à qui le tour prochainement? Puisqu'il ne fait pas un remaniement en bloc, oui, mais il se contente de les sauter un à un. Oui, mais justement, à quoi ça rime tout ça, votre avis? On était là quand on a sorti au moins 4 n'est-ce pas, du gouvernement, un vendredi soir. Et il y en a même, c'est le samedi matin, ils sont réveillés, ils ont vu qu'il n'y a pas leur nom. Oui, bien sûr. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a des portefeuilles qui sont toujours là. Il y a le ministre des Droits de l'Homme. Droits de l'Homme, parce qu'il est parti donc au secrétariat du gouvernement. Et il y a le ministère de l'Industrie. Qui n'existe plus. Donc, il y a le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Oui. Donc, le portefeuille de l'Industrie a été entre-temps amputé. Bon, on ne sait pas s'il y aura un ministre de l'Industrie. Donc, le portefeuille en l'air. Tout comme le portefeuille du ministère des Droits, le portefeuille des Droits de l'Homme au gouvernement. Donc, ça fait que, on ne sait pas, on peut se réveiller demain matin avec un nouveau ministre par la grâce des gens. On verra de toutes les façons. Général, il a demandé de le faire à 13h, il faut le faire à 22h30. 22h30. À 22h30, vous êtes situé. Comme ça, tu es à la maison, puis tu souffles en silence. Peut-être que tu dors. Oui. C'est les gens qui te réveillent que tu n'es plus membre du gouvernement. Et le lendemain, le gars, ne vient plus. Mais le problème, c'est que les gens sont aujourd'hui plus préoccupés par leur avenir, très incertain. Oui. Quand vous êtes ministre, vous dites, mais quand est-ce qu'on va me souhaiter? Ça veut dire que vous ne travaillez même pas, quoi. Ça veut dire qu'ils pensent plus à leur avenir qu'au travail. Et donc, le pays, vous voyez, tout va un peu au ralenti. Quand on parlait des péages, tout ça, là, vous voyez, c'est mort, quoi. On ne sent pas les ministres en tant que tels. Ils sont plus préoccupés par leur propre avenir que... Moi, je crois que si M. Foy-Nassimé veut faire des remaniements, qu'il les fasse en bloc. On sait que voilà un nouveau gouvernement de mission pour travailler pendant tel nombre d'années. Mais faire peur aux gens, les ramener, sauter un à un. Oui, mais qu'on passe en bloc. Ouais, c'est mieux, quoi. C'est plus sain que de mettre les gens sur le guichet ardent. Décider un matin ou quelques pour changer la politique, on change le premier ministre, on forme un gouvernement de mission pour un type bien précis. Voilà la mission. Comme ce qu'on expliquer la mission. Voilà, et expliquer la mission désormais pour tel cap à cause de ceci pour atteindre tel objectif. Mais là, et puis au hasard, un peu, papa, un meurt. Et demain, c'est un autre qui saute. Bon, c'est quand même... C'est un pays assez bizarre où personne ne sait à quelle sauce il sera mangé. Bon, j'ai envie de voir ce qui se fait en France, par exemple. Macron peut changer... tout va, ça veut dire à 4 ministres. Premier ministre, je veux dire. Bon, vous savez, actuellement, on est dans la fièvre des élections, déjà, parce que quand on regarde les actions qui sont posées au sommet de l'État, on sent que clairement, c'est beaucoup plus politique. C'est dans une perspective électorale. Et maintenant, il va falloir qu'on puisse faire le bon casting pour avoir les bons pignons à la place qu'il faut. Mais comme Gérald l'a dit, on ne sent pas véritablement beaucoup de personnalités politiques qui font beaucoup plus la politique. Elles ne sont pas nombreuses. Quand vous prenez par exemple au niveau des dames qui sont ministres, il y a juste une ou deux qu'on voit sur le terrain en train de faire une activité politique en tant que telle. C'est qui ça? Et donc, suivez mon regard. Donc, on voit rien. Même là, oui, même moi, là. Moi, je me rappelle des émissions comme Plateau de la Semaine, tout ça, là où on écoutait des gens d'unir. C'était vivant, quoi. Aujourd'hui, appeler ces gens-là, ils ne sont pas capables de débattre. Effectivement. Non, même pas débattre. Là, il faut le dire. Ils sont même pas débattre. Parler, question de voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est ça. Donc, j'en aurais besoin pour les jeudis prochains. Ah, bah oui, pourquoi? Il faut lancer l'invitation. Moi, j'avais lancé comme une demandé à. En fait, elle est
une ancienne ministre, on devait échanger sur un fait. Bon, elle m'a dit qu'elle n'a pas reçu donc l'ordre au niveau donc du parti, donc elle veut parler. Oui, c'est une discipline du parti. Mais vous pouvez parler sans que le parti ne soit heurté. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions sur un fait, un bon politique, vous pouvez répondre à la question, mais sans que le parti ne soit heurté. Mais si on nous dit qu'on doit recevoir l'ordre du parti avant de parler... Non, mais ça, c'est la discipline du parti. Vous êtes dans un parti. C'est pourquoi en réalité, vous voyez que... Non, c'est pourquoi vous voyez que... Si vous êtes responsable d'une association, d'accord, et qu'il y a un média ou un journaliste qui invite un membre de votre association à venir parler sur un sujet, il vous consulte, d'accord, ou soit il se plie aux exigences ou à la règlement intérieur de l'association. Il me consulte. Oui, dans l'optique de voir la manière dont... C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de communication dans le pays. C'est-à-dire qu'on ne parle pas. Le chef de l'État ne parle pas. Et donc tout le monde ne parle pas. Le chef de l'État ne parle que 2 fois. C'est-à-dire que cette année, c'est déjà mort. C'est déjà mort. Donc on va attendre peut-être on peut décrypter le silence d'une personne. Le silence, c'est mais c'est pas sérieux. Non, le silence, c'est une communication. Et ça là, n'a jamais fait le progrès social. Bon. C'est comme vous dites, mais le silence de papa, c'est aussi une communication. On parle pas de papa ici. Le pays, c'est comme une grande famille. Vous ne parlez pas, vous dites, mais moi, je me tais et vous apprenez vos leçons, vous faites les choses. Si bien qu'un ministre est venu nous dire que la parole du chef d'État doit être rare, d'accord, mais au moins sur certaines questions, il faudrait qu'on puisse écouter le chef de l'État. Où est-ce que l'orientation du pays, où est-ce que nous allons, monsieur le président? On ne va pas parler de ce sujet. Ça fait des années qu'on... Le chef de l'État, ça fait 20 ans, bientôt 20 ans, mais il n'a jamais rencontré de la presse. On a besoin d'explications du pays. On a besoin d'explications. Même les ministres, des fois, vous leur écrivez, même, ils ne vous répondent pas. Mais tu dis que le silence est une communication. Là, il y a un problème. Oui, c'est la conclusion qu'il faut tirer. Tu comprends? Donc, c'est la conclusion malgré toi. Ah oui, mais bon. Monsieur, en fait, même si vous ne faites plus partie d'UNIR, vous avez peur de parler d'UNIR. Il y a des gens qui ne sont plus dans l'UNIR. On a travaillé à 30 ans, mais quand vous lui dites des questions, non, moi je ne suis pas d'UNIR. C'est quelque chose. On peut libérer ce pays, on peut desserrer un peu le tout. Et que le Togolais soit libre de se prononcer sur des choses et tout. Et ça, c'est dans tous les compartiments de la société. Même le football, les gens ont peur. Moi, un ancien joueur, je voulais lui faire une interview. Le baba. C'est ça, quoi. Tout le monde a peur. Il y a un joueur, je crois que c'est à 10 ans. On l'a interviewé, il ne parle pas. Ils sont juste comme ça. Je ne parle pas. C'est le pays, quoi. Bon, juste un mot, avant de donner la parole aux auditeurs pour le direct, ceux qui souhaiteraient nous appeler en direct sur 60 81 81. Sur le quart, c'est pas le quart du quartier, c'est le comité d'action pour le renouveau. Ça le même du quartier. On est sur taxi. On est sur taxi. Je précise bien. Alors, ce parti le comité d'action pour le renouveau. Oui, pour le renouveau, bien sûr. Oui, ici. Il se signale de nouveau, il y avait une broglio totale, vous vous rappelez, on est allé à une scission, une nouvelle scission du parti, et aujourd'hui c'est la démission du secrétaire général. Est-ce que c'est... Quel secrétaire général? De la branche. Ah oui. De la branche Yao Daté. Excusez-moi de le préciser, la branche de Yao Daté qui démissionne non seulement de son pôle de secrétariat, mais du parti carrément. Et quand on lit à peu près ce que les confrères ont écrit en le citant, on se rend compte que la branche de Yao Daté, quand ils se retrouvent, même ceux qui sont avec lui ne viennent pas au bureau. Et c'est dû laisser aller, ou bon, on s'en fout de lui. Et de ce point de vue, on se dit, mais il n'y a rien de sérieux là-bas. Est-ce que finalement, non, sérieux quoi, Agouibo va partir avec l'âme de son parti? Vous avez une minute pour aller vite. Oui, je crois que c'est vrai que peut-être on va se faire encore des ennemis, mais il faut dire des choses telles quelles. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire qu'en matière de gestion d'un État d'une République, il n'y a souvent pas de place au sentimentalisme sur certaines questions. Oui, bien sûr. Et le cas donc, M. Yao Daté veut un jour diriger ce pays. Bien sûr.
Mais lorsque vous prenez le CAR en soi et l'héritage donc de Agbeibo, je me dis l'héritage est si lourd que ce n'est pas les épaules de Yao Daté qui peut porter cela. Il faudrait que ça soit clair. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui au CAR, j'ai l'impression que c'est un groupe d'amis qui sont retrouvés et donc tout le monde se croit chef. Et vous conviendrez avec moi que dans ce cas, ça ne peut jamais marcher. Depuis la scission avec les élections et tout ça, il manque une personnalité de pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui a donc le charisme, cette carrure-là de porter le CAR. Et si vous voyez un peu ceux qui sont là, même sur le président, la chute dans le bureau a tendance à lui faire ombrage. Et lorsque le président en soi prend la parole, on ne sent pas ce quart-là que nous avons connu avec Maître Yaoubia. C'est léger. C'est léger. Non, il faudrait quand même qu'on dise les choses telles que c'est souvent léger. Et donc, vous conviendrez avec moi que déjà, même au sorti des élections, il y a eu quelques bififies entre les membres. C'est vrai que on fait de l'apparat, on a tendance à faire croire que tout va bien. Il y a eu certaines harmonies, il y a eu une toujours, mais en réalité, c'est de l'apparat. Et vous avez vu que même le secrétaire qui démissionne aujourd'hui, entre-temps, il avait mis donc son poste envers eux, c'est-à-dire qu'il avait suspendu, il s'est retiré un peu, et aujourd'hui, il quitte définitivement donc la BAC parce que le cas commence à fumer. Oui, ça fume. Ça fume. Donc, merci. Merci, monsieur. Oui, non, vous savez, avec toute la comédie à laquelle on a assisté récemment par rapport à la succession de Maître Yaoubia Agbeibo, perd son âme, c'est clair que ce parti n'est pas sorti du gouffre. Même à l'heure où nous sommes en train de faire ce débat, vous avez deux branches. Vous avez une branche qui s'articule autour de M. Yao Daté. Cette branche s'articule sur les autres. Sur l'autre. Du point de vue. L'autre ne coûte pas. Oui, mais il y a des gens qui continuent de faire les médias et qui continuent d'être invités sur les plateaux. Ça voudra dire que mais des gens qui n'est pas membre du bureau du CAR. Monsieur. Il est membre de l'autre camp. Oui, c'est ce que je dis. Donc, il y a toujours deux camps. Donc, mais quand vous regardez un peu les choses, moi, je crois quand même que du point de vue de l'héritage de Maître Yaoubia Agbeibo, du point de vue de sa carrure et de tout ce qu'il représentait comme homme d'État, je crois quand même qu'il y a des gens, le cas méritait mieux comme représentant, comme dirigeant actuel du bureau, et il faut le dire. Il y a des gens qui ont fait avec Maître Yaoubia Agbeibo, qui connaissent des choses des dernières années, etc. Mais ceux qu'on a aujourd'hui aux affaires, moi je suis désolé de le dire, mais c'est des gens qui ne font pas le poids, qui ne font pas l'affaire. Il faut le dire. Parce que quand vous regardez même le parcours politique de beaucoup, il y a des gens là-bas, mais quand vous regardez, vous faites une analyse du point de vue même sur le plan du débat, sur le plan même de beaucoup de choses, c'est des gens qui ne peuvent pas véritablement faire l'affaire. Donc moi, ça ne me surprend pas qu'il y ait des démissions, c'est normal. Je crois qu'on n'a pas fini d'être surpris par l'actualité au CAR. Il peut y avoir encore c'est possible, c'est fort possible. Gérard. Bon, c'est curieux. Hier, j'étais chez un ancien député du CAR. Et sa femme me disait en ironisant. Lui, il est de quel camp? Je ne veux pas dire. Sa femme me disait en ironisant. On saura. Agbeibo est parti avec son CAR. C'est ça qu'elle m'a dit. Et en ironisant. Je suis parti à une invitation le soir vers 18h. Mon téléphone sonne, je ne connais pas le numéro. Et c'est M. Yao Daté qui m'appelle. Et il me salue, il me dit que c'est juste pour me souhaiter bonne année, tout ça là. Et on s'est lancé dans une discussion. Bon, j'avoue quand même que moi j'ai plutôt une meilleure impression de lui. On a eu une discussion de haut niveau quand même, quoi. Et on sent que ce monsieur peut faire quelque chose. Je ne veux pas prendre parti, mais moi j'ai senti quand même quelqu'un qui a une certaine poigne. Je ne veux pas être tout à fait d'accord avec Sylvestre, pour la simple raison que quand nous prenons tous les partis autour, prenez l'UFC, prenez l'ANC, prenez la DMK qui depuis avec son DMP. Mais pourquoi tous les partis subissent une implosion? Pourquoi tous les partis, les gens n'ont jamais du charisme? Mais ça veut dire que le problème est peut-être ailleurs. Où ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au Togo, quelque chose manque, c'est le code, des codes. Comment est-ce que nous gérons notre société?
comment est-ce que nous devons nous comporter pour que ça marche. Le Togolais manque souvent de causes. C'est pour ça que vous allez voir que même dans les associations, ça ne marche pas. Prenez les fédérations de sport. On dit escrime, ça ne marche pas. Natation, ça ne marche pas. On parle de taekwondo, ça ne marche pas. Toutes les fédérations, c'est-à-dire que tout ce que là où il y a 2 ou 3 Togolais, ça ne marche jamais. Ce n'est pas une question de M. Yaoudaté ou bien de M. Fabre ou bien de M. Kouba. C'est pour ça que je vous disais un jour ici, le Togo, on doit chercher la solution plus du côté anthropologie, sociologie, philosophie et tout. Tant qu'on ne va pas se poser des questions, pourquoi est-ce que ça nous arrive? Tant qu'on n'aura pas diagnostiqué les problèmes et on va juger seulement par rapport aux médecins qui soignent. Merci. D'où vient le problème? Moi, je vais dire. On va écouter les auditeurs sur tous les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Il y a beaucoup de réactions, naturellement, au téléphone. Alors, ceux qui souhaitent nous appeler, c'est l'occasion. On va encore prendre 2-3 minutes rapidement. Sur le 92, 60 88, 81. On va prendre le premier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Tout va bien, nous vous écoutons. Je salue le plateau. On vous salue aussi. Il y a une connexion qui a dit le cas. Moi, je ne vois pas ce qu'il est en train de proposer dans un premier temps, sans discuter de l'idée, dans un deuxième temps, les élections, mais tout à l'heure, beaucoup